Bonjour Fabien. Non, accepte, ouais. C'est bon, Génial. je peux cocher, je savais même, c'est nouveau ça. Génial. Bonjour Fabien, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et d'emblée, je te remercie en tout cas de me consacrer ce temps. Et pour les personnes qui te découvrent, tout comme moi d'ailleurs, comment est-ce que tu te présentes généralement? Salut Sandra, je te remercie pour ce temps passé ensemble. Comment je me présente? Ça change à chaque fois. Non, j'ai quand même une trame commune où je dis que je suis ostéopathe mental. Et là, Mhm. bah, ça questionne. C'est quoi? Ça, dans ma tête, ça fait merde, ça ne rentre pas dans une case connue. Merde, c'est quoi ce truc? Et là, après, j'explicite. Alors, du coup, là, c'est selon mon humeur du moment où je vais dire, euh, il y a des gens qui sont. La plupart des gens savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire, comment le faire. Ils ont un plan, ils ont pris des coachs, ils ont pris des formations. Ils ont grosso modo une clarté sur ce qu'ils veulent dans leur vie et sur comment l'atteindre. Mais le chemin ne ressemble pas à ce qu'il y avait dans leur tête. C'est pas aussi facile. Il y a des complexités, il y a des obstacles et ils se retrouvent à ne pas faire ce qu'ils savent devoir faire. Même ils se retrouvent à faire des trucs complètement secondaires et ne pas faire ce qui est prioritaire alors qu'ils savent que c'est prioritaire. Et j'observe ça souvent. Donc pour moi, c'est l'enjeu de l'ostéopathie mentale, c'est d'aller chercher ça, c'est d'aller chercher pourquoi tu ne fais pas ce que tu sais devoir faire alors que c'est important pour toi, c'est ta mission, ta zone de génie, blablabla, et pourtant tu ne le fais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? On va aller chercher ça et on va nettoyer ça. Parce que pour moi, l'ostéopathie mentale, c'est ni plus ni moins que comme l'ostéopathie du corps que l'on va faire, où selon moi, les meilleurs ostéopathes ne vont pas forcer le corps à aller dans une position particulière, ils ne vont pas remettre le corps en place, entre guillemets. Non, ils vont laisser le corps retrouver son équilibre naturellement, parce que Mhm. c'est plus durable. Et comme c'est un petit clin d'œil à mon ancienne vie de kinésithérapeute, donc ostéopathie mentale, c'est je laisse l'âme, l'esprit, le mental, l'inconscient, tout ce qu'on peut dire, toutes les couches psychologiques de la personne, revenir à leur état, entre guillemets, antérieur, état d'origine, sans les biais, les blocages, les machins, les trucs, pour que ça roule tout seul. Parce que si une personne ne suit pas son plan, bah, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc c'est là où j'interviens. C'est ça. Donc, en gros, j'entends que toi, typiquement, moi, j'entends beaucoup autour de moi cette notion de procrastination et de mince, ouais, je dois, il faut, et pourtant, je ne le fais pas. Et donc, je me flagelle encore plus parce que je ne le fais pas et que pourtant, c'est ma mission, c'est mon pourquoi, etc., etc. Et donc, c'est là que toi, justement, tu as ton expertise, c'est de pouvoir dire, OK, bah, viens, on se pose et on va voir qu'est-ce qui fait que tu passes pas aux actions que tu sais devoir faire, mais qu'il y a quelque chose inconsciemment, en tout cas, qui n'a pas encore été mis en lumière, c'est ça? Donc, tu permets de mettre un peu de lumière sur ce qui bloque inconsciemment, c'est ça? Exactement, je suis le phare de l'inconscient. Oh, c'est beau ça! Et Je viens de le sortir, c'est la première fois que je le dis, mais j'aime bien. ok. C'est exactement ça, Sandra. C'est qu'en fait, comme moi, comme toi, j'entends énormément ce mot procrastination qui veut tout et rien dire. Et souvent, c'est vécu comme un problème, quelque chose de désagréable, comme quelque chose de vraiment problématique. Et Mm. alors qu'on peut aussi le voir comme une solution qu'a trouvé l'inconscient, qu'a trouvé notre être pour se protéger de quelque chose, pour se protéger Ouais, après, à chacun de creuser pour ça. Mais c'est ça. c'est là où le simple changement de regard, le phare d'ailleurs, si tu prends le phare, il tourne sur lui-même, il éclaire à 360. L'idée, c'est aussi d'aller éclairer d'un autre angle de vue pour dire, OK, je voyais la procrastination comme un problème, comme un truc à résoudre, et donc j'ai acheté 10 livres sur comment arrêter de procrastiner, j'ai acheté Deep Work, j'ai acheté les 7 habitudes de Stephen Covey, j'ai acheté tous les livres, et pourtant je les ai lus ou je les ai pas lus, mais je les applique pas. De Merde, toute pourquoi? façon, ouais. Pourtant j'ai lu tous les comment et pourtant je ne les fais pas. Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'avant même de chercher une solution au comment, c'est bien d'aller creuser sur la source. Il y a quoi derrière la procrastination? Selon moi, c'est sur quoi je procrastine exactement. Et si je voyais derrière l'avantage que j'ai à procrastiner, déjà, ça peut me permettre de commencer à voir avec un autre angle de vue, quoi. C'est ça. Oui, ça me parle tout à fait parce que c'est vraiment cette notion oui, de recadrage par rapport à la procrastination. Tu vois, je trouve ça intéressant que tu le mettes justement en avant de cette notion de, en fait, c'est un mécanisme qui est là pour une raison. Il y a une intention bien précise derrière et en fait, c'est
ah, bah, il y a un message en fait que tu n'avais pas pris en compte jusqu'à présent avec la procrastination est juste un symptôme et donc à toi d'aller chercher la cause, derrière et donc et j'aime beaucoup l'idée du phare, du coup, de l'inconscient parce que figure-toi que ma deuxième question, tu me l'as un petit peu, tu vois, devancée. J'aime bien poser les questions un peu, voilà, décalées. La 2e question, c'est souvent une question un peu décalée, fun. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça fun, donc je la pose toujours et qui est de savoir, bah, Fabien, si tu n'étais plus Fabien et que tu étais quelque chose, un arbre, une plante, un animal, une couleur, une saison, un symbole, que sais-je, quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Hmm. Il y a deux réponses qui me sont venues. Euh, ce que je serais aujourd'hui, alors évidemment, ça changerait tous les jours selon, comme quand tu fais la météo à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis quoi? Soleil, nuage, machin. Aujourd'hui, je te dirais un champignon. Ah, excellent. Et le champignon, c'est quoi pour toi, du coup, qui représente? Un champignon, pas n'importe quel champignon, et pour deux raisons. Un champignon type psychédélique, type champignon hallucinogène, pour deux raisons. La première, c'est parce que un champignon, j'ai vu ça récemment d'ailleurs dans un bouquin, le champignon, il se nourrit enfin, il se nourrit aussi, il va traiter les toxiques, c'est-à-dire le champignon, là où dans des zones où, alors j'avais vu ça, il y a eu, je ne sais plus quel endroit exactement, quand il y a des cargos qui coulent et où ça fait une quantité astronomique de pétrole qui est à la surface de l'eau, et je ne sais plus quand c'était, ils ont foutu plein de champignons à la surface et ça a drainé énormément le pétrole, quoi. Ça nettoie, ça nettoie. Donc le champignon, c'est pour ça que les champignons non bio, vaut mieux éviter parce que ça concentre tous les toxiques autour. Donc le champignon, là où on le met, bah, il absorbe son environnement. Et nous, Mmh. d'ailleurs, on est dans cette idée-là, on est complètement des champignons parce que si tu es dans un environnement qui est toxique pour toi, ça va être chaud de rester engagé sur les projets, d'avoir un bon mode de vie, etc. C'est tout bête, mais tu peux mettre la personne la plus disciplinée du monde. Si tous les jours tu l'as fait aller dans des fast-foods, si tu l'as fait traîner avec des gens qui mangent n'importe quoi, ça va être chaud de rester commit sur le mode de vie qu'elle veut avoir. Donc bref, Mmh. première raison parce que du coup le champignon c'est un peu il absorbe son environnement, tout comme il le filtre aussi du coup. Et deuxième raison parce que le champignon sous son versant hallucinogène, il permet d'embrasser la réalité sous un autre angle encore une fois. Mmh. Il permet de voir la réalité totalement différemment que le prisme habituel. Et ce qui permet de constater que du coup, ben, l'ego Fabien, il voit la réalité d'une certaine façon. Et le fait d'être un champignon te permet de dire, OK, il y a aussi la réalité sous un tout autre angle. Et c'est tout aussi vrai, c'est juste un autre accès à la réalité. OK. Et Je tu sais pas m'avais si dit c'est donc du coup deux idées, donc c'est le champignon hallucinogène d'un côté, et puis avec ces deux versants-là, ou est-ce que c'était où il y avait autre chose que le champignon et le phare? alors le deuxième, ouais, c'était le symbole, parce que récemment, j'ai regardé Hmm. le film Premier Contact. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. C'est un film extraterrestre, mais rien à voir avec le E.T., les petits hommes verts et compagnie. C'est en gros, il y a des vaisseaux, il y a 12 vaisseaux qui apparaissent partout, enfin des vaisseaux, c'est des longs tubes de 500 mètres de hauteur qui, du jour au lendemain, ils apparaissent sur Terre à 3 mètres de hauteur. Donc, c'est des gros cylindres qui restent en l'air au-dessus de la Terre à 12 endroits stratégiques du globe, mais un peu de façon anarchique. Il y en a à Paris, il y en a en Chine, il y en a un peu partout. Et l'humain est là, du coup, dans le scénario, parce que c'est pas une science-fiction, c'est genre comme si les extraterrestres débarquaient, mais tu vois, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que sont ces objets, on ne sait pas ce qu'ils veulent, leurs intentions, donc ça met un gros bordel. Et bref, et en fait, je ne vais pas spoiler parce que ce film est extraordinaire, je l'ai revu récemment. Et en gros, les extraterrestres qui sont présents dans ce film, qui n'ont pas une forme humanoïde ou quoi que ce soit, ça s'appelle les heptapodes. Ce sont des êtres avec 7 pieds. Ils communiquent avec les humains pas sur une interface en verre, en tout cas on dirait du verre, et ils dessinent, pas des mots, mais ils dessinent des symboles qui sont circulaires
et tu tapes, enfin, les gens qui écoutent ce podcast, ils pourront taper, tu tapes heptapode langage enfin, sur Google Images et tu verras très bien. J'en ai un en fond d'écran. C'est un sigle circulaire et selon ce qu'ils veulent dire, bah, le symbole, il veut dire plein de mots. Et en fait, dans leur langage, les heptapodes n'ont pas de notion du temps. Du coup, tu as plein de concepts qui sont interreliés dans un seul et même symbole. Et en gros, bah, ce symbole, pour moi, ça évoque aussi beaucoup l'unité. C'est-à-dire que le langage, tel que j'emploie là quand je sors des mots, chaque mot a des connotations, etc. Et il y a une notion de temps, c'est-à-dire le début de la phrase, il y a la fin de la phrase. Je veux dire un truc, j'exprime mes idées. Eux, dans leur langage, c'est un symbole, boum, et instantanément, tu as plein de concepts qui se mêlent. Donc, il n'y a plus de notion de passé, présent, futur, et c'est très perturbant pour une tête humaine. Donc, j'adore ce symbole. Et du coup, en quoi allez, c'est quoi le lien du coup avec toi que tu vois avec ce symbole, justement parce que c'était voilà, quel symbole tu pourrais être et pourquoi tu serais ce symbole du coup? Ouais, tout à fait. Et là, ça va rejoindre donc d'un truc qui paraît très perché là comme ça, on va revenir à quelque chose de très concret dont on a parlé juste avant, la procrastination. Ce symbole, pour moi, on est vraiment dans l'unité. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la dichotomie de, quand on parlait de procrastination, de merde, je lutte contre quelque chose d'extérieur. La procrastination est quelque chose qui me fait chier, c'est pas bien, ça ne doit pas être là. Sauf que Mhm. si, quand je suis dans le paradigme de l'unité, la procrastination fait partie de moi, elle est une partie de moi, en tout cas, c'est un symptôme. Pourquoi ce symptôme est là? Bref, du coup, pour moi, ça évoque l'unité et c'est un peu le mot-clé qui, pour moi, résout tous les problèmes. Enfin, donc, ce n'est pas une pilule magique, mais c'est quand on est dans le paradigme de la dualité, on a des problèmes. Et dans l'angle de l'unité, ces problèmes-là, c'est plutôt des solutions. Donc, on perçoit tout à fait différemment quand on est plus séparé des choses. Mais c'est encore une fois très, très, très dur à cerner pour un cerveau occidental, puisque de toute façon, le paradigme de l'unité ne peut pas être appréhendé par l'ego et le mental qui sont justement dans un état de séparation. Donc, c'est plus quelque chose qui se vit, d'où l'histoire des champignons, parce que c'est un truc qu'on peut expérimenter sous champignons. Mais par contre, avec la tête, c'est très, très, très dur à appréhender. Ok, et toi, donc du coup, c'est vraiment ça que ça illustre, c'est cette notion de paradigme de l'unité versus le paradigme du mental et de l'ego, de la séparation, quoi, et du coup aussi, Exactement. l'idée que tu disais, le symbole représentait tout à la fois en même temps. Il n'y avait pas de passé, pas de présent, pas de futur, il n'y a pas de distinction faite, pas de séparation sur les trois. C'est tout est un. On va dire ça comme ça. Ok, Et ouais, cool. c'est l'idée. C'est l'idée parce que, en fait, ce truc-là, ce qui paraît être un paradigme, mais du coup qui reste très mental, enfin très immatériel, on peut le concrétiser, le voir dans tous les domaines de vie. Si tu prends le business, tu peux te dire, bah, je serai heureux quand j'aurai plus d'argent. Ou quand mon business sera florissant, en fait, je me sentirai en sécurité. Ben non, parce que je suis dans la séparation, dans la dualité de me dire, OK, ça se passera autrement que maintenant. Quand j'aurai telle circonstance extérieure à moi, alors ça ira mieux à l'intérieur. Ben non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est ça. Génial, parce que du coup, tu vois, ça m'interpelle et tu vois, le propos du podcast aussi, c'est de permettre aux gens de raconter leur histoire et j'aurais bien envie du coup que tu m'en dises un peu plus par rapport à ton histoire et comment t'en es arrivé à là où tu en es aujourd'hui en fait. Et du coup, ma proposition, c'est ben, raconte-moi ton histoire, tu la démarres où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps. Donc, fais-toi plaisir. Ok, écoute, je vais prendre des moments charnières qui viennent là comme ça. Premier moment charnière, c'est à l'époque du lycée. J'ai 16 ans, je suis en première scientifique, en train un peu paumé dans qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. J'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. On me demande de choisir une voie, on me demande de choisir un métier, on me demande de choisir. Alors, tu veux aller en S, en ES, et même dans S, après, tu veux faire SVT, tu veux faire SI, tu veux faire quoi? Bref, on me demande ma voie, mais moi, je ne sais pas qui je suis, donc j'y vais avec mes références qui sont, bah, mon père, il est ingénieur, ok, bon, bah, S, mais c'est inconscient. Je vais dans S scientifique parce que L, c'est les branleurs et c'est les écrivains et les fumeurs de shit. Et ES, c'est les commerciaux et marketing. Et donc moi, je n'étais pas du tout ni dans l'un ni dans l'autre. Bon, élimination, bon, je vais dans S, j'ai l'air d'avoir des facilités, je vais en S. Bref. Je me retrouve dans une classe donc essentiellement de mecs, avec très peu de filles, et, par extension. Et du coup, en première S, où enfin, je suis pas trop dans le délire de…
fait, je réalise que j'aime pas du tout ça et tout. Bah, il y a une nana sur laquelle je flash dans ma classe. Et là, moi, j'avais le sentiment de ne pas être équipé. Tu vois, c'est comme si je n'avais pas le gène séduction. C'est comme si j'avais été livré sans la notice à la naissance. Je me dis merde, mais comment on fait, comment on s'y prend en fait. C'est censé marcher comment cette histoire-là. Et j'avais le sentiment vraiment que j'étais incompétent là-dedans, qu'il manquait un truc. Donc, ben, j'étais frustré de ça et je me disais mais merde, comment on s'y prend. Comment ils font les mecs qui réussissent quoi. Comment ils séduisent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent, comment on fait pour être à l'aise et compagnie. Donc, n'ayant pas la réponse à cette question, ben, je bug et tout, et l'année avance, et je me dis merde, mais je ne sais pas comment faire, et je suis absolument pas à l'aise à l'idée de l'aborder ou de dire quoi que ce soit. Même si, tu vois, j'y parlais, mais c'est genre le truc que je gardais dans le jardin secret, mais que jamais je n'allais exprimer. Et puis un beau jour, je ne sais plus quel a été le déclencheur, mais probablement comme tous les humains, c'est tu as une douleur qui est trop importante, tu en as marre d'en avoir marre, et tu te dis ok, ben, je vais chercher une solution. Donc là, je décide de demander à mon meilleur ami. Google à l'époque. Et du coup, D'accord. je tombe sur je tape comment séduire une fille sur Google et je découvre qu'il existe des communautés sur ce sujet. Je découvre un nouveau monde en fait. Je me dis ah ouais, mais il y a vraiment des mecs qui sont intéressés à ça. Ok, intéressant. Donc je découvre des forums, des sites, machin. Je m'inscris, je lis énormément de trucs. Et c'est là où c'est ma porte d'entrée vers ce qu'on appelle grossièrement l'océan, puisqu'on était avec le phare, restant dans la métaphore maritime. Je tombe dans l'océan bordélique déchaîné du développement personnel. Et là, j'ai l'impression de découvrir d'ouvrir la boîte de Pandore et me dire waouh, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est génial. Ah bon, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux faire. Et c'est là, voilà, où je lis énormément de choses. Je comprends beaucoup de choses, mais ça reste très dans la sphère du mental au début. Je ne suis pas encore dans l'action, on en parlait en off juste avant, dans l'antifragilité, la résilience, l'hormèse. Je ne suis pas encore là-dedans. Ça me fait. Ok. Donc, donc au début, c'est quelque chose de très mental. J'accumule beaucoup d'informations et je n'ai pas conscience à ce moment-là de ma vie que c'est une zone de génie, que je fais ça ultra facilement. J'accumule de l'info, je lis, je recoupe, je synthétise, etc. Donc le mec, je deviens un expert en séduction sur le papier. Ouais, c'est ça. Et puis peu à peu, bah, il y a eu le temps de l'infusion, de commencer à implémenter, à intégrer, etc. Et du coup, bon, là, la séduction, c'est qu'un prétexte, un sujet. Mais du coup, ça m'a amené, ce site qui était très global, Art de séduire pour ne pas le nommer, m'a amené de la séduction à la nutrition, au sport, à la méditation, et bref, à plein de choses. Et c'est là qu'après, je suis tombé sur des entrepreneurs, des infopreneurs à l'époque sur YouTube qui faisaient des vidéos. Et c'est là où je découvre plein de choses et où je me dis, mais c'est génial en fait, il y a plein de, je découvre les challenges, les défis 30 jours et je découvre des trucs nouveaux. Méditation, c'est quoi ce truc? Et bref, et je commence à tester plein de trucs. Et là, du coup, à inverser la tendance, à passer de la théorie à la pratique et à commencer à expérimenter plein de choses. Et depuis, ça n'a pas cessé. Je suis un expérimenteur fou, je teste plein de trucs. Donc, tu auras deviné avec les métaphores ce que j'ai pu tester. Mais du coup, dès que j'ai l'opportunité de tester un truc où je me dis, tiens, ça peut être cool, je peux apprendre des choses intéressantes sur moi, sur le monde, ça peut être aussi agréable sur le process, je me dis, OK, let's go. Donc ça, c'est le premier événement à 16 ans qui était un déclencheur. Mais en même temps, ça a été pendant de longues années donc dans le paradigme de la dualité dans lequel j'étais bien enfoncé. Je me disais, bah, ça sera mieux demain. C'est-à-dire, je serai mieux quand je serai la version idéale de moi-même. Quand je serai le Fabien parfait, idéal dans 20 ans, là, tu sais, la vision, quand je serai le Fabien plus charismatique, plus musclé, plus à l'aise en public, plus riche, plus tout, ben là, je serai vraiment heureux, épanoui, je serai vraiment quelqu'un, ce serait génial, ça serait extraordinaire. Extraordinaire, là, comme diraient les Québécois. Et grosse erreur, mais bon, il a fallu la faire pour la constater. Donc voilà, il n'y a pas de blâme à mettre, enfin, c'est juste tout est parfait. Mais sur le chemin, dans les petits cailloux, ça m'a amené peu à peu à tellement creuser, tellement creuser dans cet océan du dev perso, tellement lire de livres, tellement suivre de formations, mais je parle de milliers et milliers d'heures d'apprentissage et de découverte que dans un idéal de perfection de vie, en fait.
comme si ma vie devait être parfaite, tu vois. Ça doit être parfait sur le plan santé. Je dois faire tout, c'est-à-dire je dois faire le yoga, le qigong, la méditation. Sur le plan alimentaire, je dois faire tout nickel, parfait aussi. Avant, je n'avais pas conscience de ce truc-là. J'ai mis le doigt récemment sur le fait que je pensais, moi, pas être un perfectionniste. Parce que je peux te faire des vidéos, j'ai publié des tonnes de contenu, je m'en fous qu'il y ait une petite coupure, j'ai bugué un petit peu sur un mot, je m'en fous. Mais c'est plus insidieux que ça. C'était un paradigme de perfection de vie, justement, où ça devait être nickel, je devais être nickel à tous les niveaux. Et c'était une pression que je me mettais, tu vois, sur tous les plans. Il faut être au top sur la santé, il faut être au top sur le business. Enfin, tout doit être bien, en fait. Et donc, j'avais du mal à exprimer que ça ne va pas bien, que je me sens mal en ce moment, que je me sens triste, machin. Les gens avaient toujours l'impression que j'allais bien, en fait. Parce que je raconte des conneries, des blagues, je suis souvent de bonne humeur. Et du coup, ça ne se voyait pas trop que quand j'étais down, je ne le montrais pas, je ne le disais pas, je ne l'assumais pas. Moi, je voulais être le mec qui allait bien. Donc, je ne l'exprimais pas, tout simplement. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre ce mode de fonctionnement et à réaliser que j'étais tout seul, parti dans une course sans fin à la poursuite de quelque chose, à la poursuite d'une carotte. Une carotte qui serait, tu peux la nommer, j'en ai tous notre carotte, le bonheur, l'argent, le succès, le machin. Et en fait, j'ai décidé tout seul cette course-là. Alors oui, j'ai été influencé parce que j'ai lu des bouquins, j'ai lu Tony Robbins, j'ai lu des marketeurs qui m'ont dit mais c'est important, il faut être riche, il faut se lever à 5 heures du matin, il faut faire tout ça. Et moi, j'ai cru que du coup, il fallait faire aussi un business en ligne, il fallait bosser 4 heures par semaine, il fallait viser l'idéal de travailler, d'être sur la plage et d'avoir de l'argent qui tombe tout seul. Tu vois. Et comme c'est d'où l'importance du champignon que je te disais avec l'environnement, c'est que comme j'ai une capacité énorme à apprendre et à emmagasiner des infos, bah, quand j'étais dans ma période entrepreneuriat, infoprenariat, j'ai imbibé tous ces paradigmes de semaine de 4 heures, automatisation, business en ligne. Et du coup, j'ai cru qu'il fallait faire ça, que je devais faire ça, que c'était la solution, que c'était la nouvelle religion, tu vois, le Messie. Je devais avoir un business comme ça. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai compris que je me fourvoyais complètement dans un paradigme où je m'éloignais de moi-même et je cherchais à encore cet idéal de perfection et en fait, à vivre une vie qui n'est pas la mienne. Ce n'est pas parce qu'il y a Tim Ferriss qui dit qu'il faut faire une semaine de 4 heures qu'il faut faire une semaine de 4 heures. Ce n'est pas parce qu'il y a un gars qui dit il faut que tu manges, j'en sais rien, mais qu'il faut que tu manges tant de calories ou que tu fasses tant de sport ou que tu fasses plutôt du yoga ou machin qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit en quelque chose, parce que ça a marché pour lui, que ça marchera pour tout le monde. C'est là où j'ai commencé à comprendre différemment, à être plus nuancé, à me dire le poison de l'un et le remède pour l'autre. Mithridate, il s'est pris des doses de poison progressives pour se protéger parce qu'il était un peu psychorigide et qu'il avait peur d'être empoisonné. D'ailleurs, il est mort de autre chose. Mais pour d'autres personnes, ce poison, ça les aurait tués tout de suite. Ou quelqu'un qui dit non, moi le gluten, ça ne me fait rien. Moi la baguette, ça va très bien. C'est OK, tu vois. Pour une autre personne, ça va la défoncer. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut faire gaffe en tout cas, moi, j'ai fait attention aujourd'hui à ça, aux lois universelles. Enfin, il y a des lois universelles, mais à ce qui prévaut pour tout le monde, aux conseils, à fais ci, fais ça, soit comme ci, soit comme ça. Je me méfie parce qu'on est des individus différents et complémentaires et il faut faire attention, tout n'est pas valable pour tout le monde. Donc ça, c'était le deuxième événement. C'était, je ne sais même plus lequel je t'ai dit. Le premier événement, c'était à 16 ans et donc du coup, ça a découlé pour le développement personnel, etc. Tu ne m'as pas encore parlé de deuxième vraiment. Enfin, si, le deuxième, c'est le moment où tu découvres, on va dire ça comme ça, Oui. le développement personnel. Donc, le premier, c'était d'ailleurs, ça me questionne parce que je me demande, mais finalement, la fille dans ta classe, tu as réussi à la séduire ou pas finalement? Échec total, enfin échec, il n'y a pas d'échec puisque je n'ai jamais tenté en fait. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'était vraiment quand tu disais conceptuel, tu étais devenu un expert sur papier. Et puis après, l'année est passée, elle est partie. Ouais, Et c'est ça. tu es passé à autre Exactement. chose. Après, je suis parti sur autre chose, sur d'autres nanas, et en fait, j'ai Ouais, jamais voilà, essayé, non, j'avais ça va, ok. pas osé. Du coup, mais souvent, régulièrement, j'y repense et la gratitude que je ressens parce elle en sait rien, mais elle a été le déclencheur pour moi de tout un tas de trucs extraordinaires et ça a été génial. C'est ça. Ok, Donc, ok. le deuxième événement, c'est plus quand la séduction, ça a commencé à vriller sur dev perso business et où du coup, je me suis dit, tiens, mais du coup, moi aussi, je pourrais peut-être faire un blog, un business et vivre d'une activité en ligne comme ça. C'est ça, C'est là où ouais. je me suis dit, Ça, c'est le c'est là deuxième où chose. Ouais. tu vois des gens, tu vois des mecs qui parlent de dev perso, puis ils te racontent
mais tu sais, tu peux faire un blog et gagner de l'argent sur Internet. Moi, je me fais, OK, ah bon, j'ai aucun entrepreneur autour de moi à cette époque. Je suis dans le contexte, je suis je suis non, je suis encore dans les études de kiné, post-concours de médecine. J'ai gagné mon concours, je suis dans mes études de kiné, donc en passe d'être kiné, mais c'était une voie par élimination, même pas par défaut, mais par élimination. En gros, au lycée, comme je t'ai dit, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, moi, je projetais ingénieur parce que mon papa était ingénieur. Et je regardais les sites d'orientation, je voyais ingénieur électromécanique, machin, je voyais salaire 3200, 3400, oh, ça a l'air cool. Mais quand j'ai vu qu'il fallait 10-12 heures de maths pendant la prépa, les études par semaine, et que 10 heures de maths, 10 heures de physique, 10 heures de sciences d'ingénieur, alors que je détestais ces 3 matières, je fais, c'est mort, c'est mort. Et donc, en voie par défaut, je me suis par élimination, je me suis dit, j'ai regardé quasiment tous les métiers sur les sites d'orientation, j'ai fait non, 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 non. Et quand j'ai vu, je ne sais plus comment, je suis tombé sur kiné, mais je me suis dit, tiens, ça, kiné, sport, moi j'aime bien le sport, je fais du sport depuis que je suis petit, j'ai testé plein de trucs, la natation, le tennis, après j'ai fait de la muscu, des arts martiaux, je me suis dit, bon, allez, ça doit être bien kiné, tiens. Et donc c'est vraiment sans conviction que je me suis accroché à ça, et c'est dans les études de kiné que du coup, je suis tombé sur ces fameuses vidéos où j'ai vu qu'en fait, ouais, tu peux être entrepreneur, tu peux gagner ta croûte sur le web, et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai lancé mon premier business. Donc ça, c'était le deuxième événement. Et s'il y en avait un troisième, ça serait la venue à La Réunion. En fin 2018, avec ma compagne, on s'est dit, on sentait qu'en fait, on avait beau avoir, à l'époque, on avait quoi, 25, 26, et on commençait à s'encrouter un peu dans notre confort de l'appartement, le chat, le boulot, le machin. Et on s'est dit, enfin, je ne sais même plus comment c'est venu, mais ça a germé. Je crois que c'était sur la plage au Portugal. En discutant, on s'est dit, mais si on déménageait, si on prenait un aller simple et qu'on se barrait dans les îles. Parce que moi, j'avais déjà fait, dans le cadre des études, j'avais fait un stage en Guadeloupe et j'avais kiffé l'expérience de, tu es dans les îles, tu as les cocotiers, le soleil, c'est agréable, quoi. Donc, on est parti sur ce délire-là. On s'est dit, allez, écoute, à la fin de l'année, on quitte tout. Parce que oui, du coup, allez, je fais un rebond dans le temps et je fais l'événement de bis, parce que l'événement de bis, c'est fin 2017, je quitte mon job de kiné. Donc, si je fais, pour ne pas perdre les gens, on va la faire rapidement, chronologiquement. 2014, je commence l'auto-entrepreneuriat parce que je bosse pour un mec du web et j'écris des articles, je crée des contenus, j'adore ça. Pendant mes études de kiné, 2015 diplôme et je crée mon business en ligne. 2017, je prends ma retraite, j'arrête la kiné et je passe en mode full entrepreneur. Et 2018, boum, réunion, fin d'année du coup, fin novembre, on prend notre vol. Allez simple pour la réunion, on laisse le chat, de toute façon on l'avait perdu, enfin, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. L'appart, on l'a rendu. La voiture, ma copine, elle a vendu la sienne et moi j'ai envoyé. Donc bref, on a tout lâché et go la réunion. Et là, c'était une autre expérience encore très très différente, expérience d'un an et demi, duquel je suis rentré là en 2020. Et expérience de laquelle j'ai retiré un autre enseignement très intéressant, ce qui revient un peu à ce qu'on a dit là, c'est Fabien, calme ta fougue. Apprends à vivre là où tu es. Parce que moi, tu l'as compris dans l'énergie dans laquelle j'étais, c'était accumule, 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 vis, fais plein de choses parce que la vie est courte et parce qu'un jour tu vas mourir, donc fais un maximum d'expérience. Et du coup, j'allais à tous les séminaires, je suivais toutes les formations, je lisais tous les livres et je claquais un cash monumental là-dedans. Parce que je voulais tout expérimenter, tout vivre. Et à La Réunion, j'ai expérimenté l'inverse. Parce que du coup, j'étais sur une île et c'était vraiment dans cette. C'était pas une volonté particulière, mais c'était l'expérience de vivre là où je suis. Plus lentement, prendre plus le temps des choses, apprécier et arrêter de courir partout. Parce qu'à l'époque, je faisais des allers-retours à Paris toutes les 2 semaines. Tantôt, je faisais une formation de ci, tantôt une formation de ça, formation de kiné, puis formation business, puis séminaire, puis trucs. J'arrêtais pas, quoi. Je courais partout. Et ça, je constatais là il y a quelques jours que ça, c'est terminé en fait. Aujourd'hui, ça a été l'événement de la réunion. Enfin, du coup, c'est pas un temps précis, mais c'est sur une durée de la réunion. C'est là où j'ai compris, avec différentes lectures, différentes rencontres, où là, c'est venu comme une évidence, qui est que
je n'ai pas à être autre chose que ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Tu n'es En plus à la arrêt, course, en course ou en recherche, ou tu disais en poursuite tantôt, c'est ça? Tu n'étais plus dans ouais, cette poursuite. ouais, la quête insatiable de la dopamine. Alors, ça peut être à travers le désir Mhm. immédiat de chocolat, de trucs, de machin, mais ça peut être, ça, c'est pareil avec la clope, c'est pareil avec les formations, c'est cette course à la dopamine et sur de la course au bonheur, à courir Mhm. après les choses et à ne pas réaliser que tout est déjà là, même si on l'a lu 15 000 fois dans les livres. Mais moi, il m'a fallu lire les trucs pendant des années et dans 10 bouquins différents, puis l'expérimenter pour vraiment capter ce que ça voulait dire en fait. Mhm. Parce que du coup, j'ai testé aussi plein de trucs. J'ai testé retraite Vipassana, 10 jours de méditation, la quête de vision chamanique, 4 jours avec moi-même, pour finalement vivre des préceptes, des phrases qui sont des lapalissades que tu entends tout le temps, il faut vivre maintenant, machin. Mais quand je le vis dans mes cellules en faisant 10 heures de méditation, poser mon cul sans bouger, euh, l'enseignement, je le sens. Là, tu vois, je suis pas juste en train de lire des lignes. Et du coup, j'ai peu à peu intégré avec des expériences comme ça, Mhm. parce que j'avais mis des années à comprendre et à lire dans des bouquins. C'est ça. Mhm. Donc voilà, si je devais résumer cette troisième expérience, ça a été la fin de la course où je me suis dit, en fait, Fabien, il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à atteindre. Il n'y a pas d'idéal de vie plus tard. Tu ne seras pas plus heureux, plus truc, plus machin. C'est le plus gros mensonge qui soit. D'ailleurs, c'est Jamie Smart qui en parle bien dans son bouquin Clarity. Le faux paradigme dans lequel tous les Occidentaux sont, un peu d'exception près, à part ceux qui ont compris, c'est je serai X, je me sentirai X quand Y. X étant un état interne et Y une condition extérieure. Extérieur. Mhm. Mais jamais, au grand jamais, une condition extérieure ne créera un état intérieur chez moi. Ça ne se passe pas comme ça se passe dans l'exact opposé, dans le paradigme inside out, d'où l'idée aussi du paradigme de l'unité. Ce que je suis, je vais vivre à l'extérieur, mais ce que je suis maintenant, pas dans le futur. Donc tout le truc de créer la meilleure version de toi, crée-toi un futur inspirant, machin, vis ta mission de vie, sauve des milliers de personnes, sauve l'humanité, j'en suis beaucoup revenu. Mhm. C'est ça. Donc, en gros, parce que tu vois, souvent, je demande après, en fait, bah, sur ces 3 expériences de vie, en fait, tu l'as déjà fait presque, tu vois, tu as anticipé. C'est qu'est-ce que tu en as retenu à chaque fois? Donc, il y a comme une sorte de. J'ai presque envie de parler tu vois, et tu vois, j'ai un peu cette image des rituels un peu dans les tribus à l'ancienne. C'est genre, à partir de quel moment tu es devenu un homme, à quel moment tu as plein de rites de passage comme ça. C'est un peu l'image qui me vient. Du coup, ouais, j'entends qu'il y a la première phase ou prise de conscience qui est genre, oh, le monde du dev perso, ça existe et je peux vivre voilà, je peux découvrir plein de trucs que je n'avais même pas conscience. Puis après, la deuxième prise de conscience, c'est, je pourrais vivre mieux si j'étais parfait sur une sorte de surexigence sur différents domaines de vie. Et le troisième truc, la troisième expérience où là, en fait, tu te rends compte en regardant en arrière, en fait, je cours après un truc qui est déjà là. Et donc, si je me concentrais sur ce qui se passe déjà là, maintenant, en fait, tout est enfin, voilà, c'est du coup un autre paradigme. Donc, c'est un peu comme si on avait, ouais, j'aime bien la ligne du temps, tu vois, qui se profile. C'est un peu comme des degrés d'évolution personnelle. Je ne veux pas parler de développement personnel, mais c'est vraiment un degré d'évolution personnelle comme ça que tu nous partages. Donc, je trouve ça super intéressant. Euh, et du Et coup, tu bah, vois, toi, qu'est-ce que tu en retiens et que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent, justement, de dire, bah, d'après mon parcours, les gars, moi, ce que j'ai à vous transmettre là maintenant que j'ai grandi, et que j'en suis là, c'est quoi? que, ce que j'ai à transmettre, c'est non, avant, j'étais un fervent donneur de conseils. J'adorais donner des conseils, fais ci, fais ça, mange ci, mange ça. Et les gens étaient avides en plus. Souvent encore, ça me fait toujours marrer quand ma mère, dédicace si tu écoutes ça, euh, elle me demande tout le temps, est-ce que cet aliment, il est bon ou pas? Est-ce que je dois manger ça ou pas? Mais qui je suis pour savoir pour l'autre, moi? C'est Personne. ça. Ouais. Je suis pour savoir pour moi. Je peux donner des cailloux, je peux donner des pépites, je peux donner des miroirs, des suggestions. Tiens, là, tu me dis ça, moi, je pense que là, dans ta réalité, peut-être que ça pourrait être intéressant, mais à toujours valider par le ressenti, est-ce que ça résonne ou pas, quoi. C'est ça. Donc, ce que je pourrais dire pour moi, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, on ne peut pas se tromper. Parce que, au final, que j'ai quitté ce job de kiné, ou même si je ne l'avais pas quitté, je ne peux pas me tromper. Les décisions que j'ai prises, le chemin a été celui qu'il a été. Ça a été parfait.
aujourd'hui et c'est juste extraordinaire qui je suis, j'en suis très content et je ne changerai rien. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Donc, j'ai envie de dire, au niveau décision et choix, quand toi qui m'écoutes, tu ne sais pas où aller, tu t'en fous, prends la décision qui fait le plus égo, que tu prennes l'une ou l'autre, tu ne peux pas te tromper. La bonne décision sera celle que tu prends, le bon chemin sera celui que tu prends. Tu ne peux pas te tromper. Et, à tes souhaits. Parce que moi, je te vois, on ne t'entend pas, mais je te vois, Sandra. Et donc ça, c'est le premier point, c'est finalement de prendre des décisions, mais rapidement d'arrêter d'être dans la non-décision, parce que la non-décision est une décision. Et du coup, on reste dans un espèce d'espace de, je sais pas, tu peux pas être en train de t'asseoir, tu peux pas être en train de te lever. Soit tu es assis, soit tu es debout, mais tu n'es pas entre les deux. Donc, choisissons, prenons des décisions pour vraiment parce que c'est ça qui nous fait vivre des expériences et notre vie, c'est une somme d'expériences. Donc, vivons des expériences, prenons des décisions. N'ayons pas peur de nous planter, de déménager, voyager. Le tout, c'est de ne pas être dans la témérité. Le courage, oui, mais pas la témérité, c'est-à-dire ne pas se mettre en danger, pas faire de conneries. Parce que si le vrai précepte que je pourrais garder, c'est exposons-nous à un maximum de signes noirs positifs, mais prévenons-nous au maximum des signes noirs négatifs. Je m'explique. Le signe noir, c'est un concept développé par Nassim Taleb qui veut dire qu'en gros, c'est un événement hautement imprévisible, mais qui a des très fortes conséquences. Dans notre vie, un signe noir positif, ça peut être un truc imprévu, genre un bébé, pouf, qui arrive comme ça, tu tombes enceinte et puis tu as un bébé, tu ne t'y attendais pas du tout, c'était pas prévu, ben boum. C'est un événement qui peut être très positif. Le signe noir négatif, c'est je joue à la roulette russe, bon, on s'y attend un peu quand même, hein. J'appuie 5 coups, ça va bien, la balle n'est pas partie, mais sixième, bam, terminé. C'est les situations asymétriques. C'est très improbable ce qui peut arriver, mais les signes noirs positifs, ça peut être très, très positif. Donc, par exemple, tu achètes du Bitcoin en 2010, tu n'as pas de signe noir négatif parce qu'au pire, tu as mis 100 balles sur la table, tu risques rien, c'est pas grave. Mais par contre, dans le cas où ça fait x 10 000, x 30 000, comme ça a été le cas, bah, tu es millionnaire. Signe noir positif. Signe noir négatif, c'est tous les jours de ma vie, je prends une substance, mais je ne sais pas trop l'effet sur la santé. La cigarette, l'alcool ou le soja ou des trucs transformés, je ne sais pas, j'en prends tous les jours, bon, je pense que c'est bon, mais je ne suis pas sûr. Je m'expose potentiellement à un signe noir négatif parce que peut-être que sur le truc-là, ça va faire germer la naissance d'un cancer, mais j'en sais rien. Donc l'idée, c'est sans être dans fais ci, fais ça, parce que les modes d'emploi, c'est bon, quoi. Personne qui nous dit qu'est-ce qu'il faut. Enfin, il y a des modes d'emploi, encore une fois, chacun prêche pour sa paroisse, donc ça, à la limite, moi, je suis plus aujourd'hui dans la voie du dépouillement personnel, je vais y revenir. Donc, du coup, le conseil, pour moi, ce serait vraiment, le conseil, c'est de garder en tête ce principe de les signes noirs positifs, exposons-nous au maximum à leur survenue en pratiquant des trucs de base, que ce soit dans le business. Si je ne suis pas sur YouTube, si je ne suis pas visible, si je n'ai pas d'exposition sur Internet, si on ne peut pas me trouver, il n'y a personne qui ira me contacter pour une interview, par exemple, comme ça a été le cas là. Tu vois. Si je ne suis pas... si je suis tout seul chez moi tout le temps, je ne peux pas m'exposer à une rencontre extraordinaire de rencontrer une personne qui m'inspire, le futur partenaire de vie. Bref, pour vivre un signe noir positif, il faut y être exposé, tout comme le signe noir négatif. Donc, c'est vraiment d'avoir une connaissance de ces concepts qui ne sont pas évidents, mais de dire, OK, le signe noir négatif peut me pourrir la vie, voire me tuer, voire tuer ma vie, tuer ma santé ou tuer mon business. Donc, identifions les signes noirs potentiels pour pas tomber dedans. C'est ça. Et ça nous amène aussi du coup à la via negativa, qui est un autre concept de Nassim Taleb, qui est en gros la voie de l'addition par la soustraction. Parce que si tu regardes le parcours que je te partageais tout à l'heure, c'est un parcours d'accumulation, de mettre des choses finalement, et c'est exactement ça le développement personnel. Je développe mon persona, mon ego, je rajoute des choses sur mon ego. Je pense qu'il faut rajouter de la confiance, donc je vais lire des bouquins sur comment avoir confiance. Je vais rajouter du charisme, je vais fake it until you make it. Je vais rajouter des couches et des couches et des couches, beaucoup d'actions, de routines, de rituels qui durent 3h15, etc. Et je vais me retrouver à m'éloigner de mon essence et à créer de la complexité. Et au final, ça a été la réalisation assez récente finalement. Et j'ai passé plus de temps de l'autre côté que de celui-là. C'est de réaliser que tout est parfait, je suis assez, etc. Et donc, c'est d'arrêter de courir après les choses et plutôt d'élaguer, de nettoyer, d'enlever ce que je ne suis pas. Et du coup, c'est là où intervient un peu l'ostéopathie mentale, c'est de dire, il y a des choses à l'intérieur de moi, des parasites, des toxiques, des trucs qui sont dans ma réalité qui m'empêchent de. Mais c'est plutôt que me focaliser sur comment avoir confiance en moi, comment faire des vidéos, comment être à l'aise, machin.
c'est de réaliser que je le suis déjà. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'exprimer ça? Je suis déjà bon, j'ai déjà le potentiel, j'ai tout en moi, je suis tout. Donc, dans le paradigme de l'unité, je suis tout. Donc, j'ai aussi le potentiel, super à l'aise en public, super confiant, super charismatique, l'humour, j'ai tout en moi. Donc, si je n'exprime pas ce potentiel, si j'ai du mal à le faire, je me dis, je ne sais pas, je ne suis pas capable. Il ne s'agit pas de savoir comment le faire, il s'agit de dire pourquoi j'exprime pas ça, pourquoi j'ai peur de ça. Et là, je vais aller chercher du coup à l'intérieur de moi ce qui m'empêche de. Et là, je vais nettoyer. Donc, c'est plus une approche du dépouillement pour moi. De l'épanouissement personnel passe plutôt par la soustraction. Enlever les choses, enlever des possessions, pas tout, pas être dans le dénuement total, mais enlever tout le superflu, tout ce qui sert à rien, tout ce qui est secondaire. Les possessions, les croyances, les personnes, enfin, tout ce qui n'apporte pas, tout ce qui est superflu. Donc, ça demande du temps, mais c'est tellement agréable. Et ça apporte beaucoup plus de faire, pendant un mois, de faire de la via negativa et de se délester des choses. Ça apportera bien plus que 10 ans de méditation, de lecture, de machin. Enlever les choses. Je ris en disant ça et c'est tout à fait, enfin, c'est vrai pour moi. Je n'ai jamais été aussi zen, aussi cool, aussi en paix que depuis que j'ai arrêté de méditer. Depuis que tu as arrêté de méditer? Ouais. Ce qui est intéressant parce qu'on a un peu tu parlais de il faut, je dois, etc. Ben, je trouve qu'il y a de plus en plus avec la méditation et encore en plus enfin, de mon point de vue, un certain type de méditation qui est très finalement avec plein d'injonctions. Donc moi déjà là, je commence à me sentir à l'étroit quand tu vois, il faut pour bien méditer, il faut que tu t'assoies comme ça, il faut que tu penses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Je dis attends, je croyais que c'était supposé m'enlever des trucs de la tête, pas me mettre encore plus de rigueur sur comment faire bien les choses. Tu vois, tu parlais de perfection, hein. Même là-dedans, tu vois, il y a une forme de en tout cas, je pense que ça a été mal compris. Peut-être c'est aussi que c'est une perception d'occidental. Tu vois, la méditation, je ne crois pas qu'au niveau des orientaux, ils ont autant de difficultés à rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien parce que pour moi, c'est une discipline orientale qui a été adaptée à la sauce occidentale. Et du coup, tu te retrouves à avoir des workshops en entreprise du type méditer pour être productif, méditer pour être en forme. Et du coup, on utilise quelque chose non pas comme un but, mais comme un moyen d'atteindre autre chose. Et on en revient à la quête extérieure, à la quête de la dopamine, à la quête de plus, 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 plus. Et c'est là où on se fourvoie. On est dans la dualité et on croit que ce truc-là va nous apporter. Mais non, la méditation, elle n'apporte rien. La méditation, c'est. Un moyen, oui. Nous, on le voit comme un véhicule, en fait. Et quand je dis que je suis plus zen aujourd'hui qu'avant, c'est-à-dire que le fait de lâcher la méditation en mode occidental, en mode du coup, je médite, je m'assois. Alors, la respiration, le mantra, le machin, il faut que je médite parce que c'est bon, parce que c'est bien. Le fait de lâcher l'injonction, il faut que je médite parce que c'est bien, c'est bon pour la santé et tout, me fait plonger dans un état où je me sens en paix et où je suis présent à ce que je vis. Et donc, je médite. Mais au vrai sens de la méditation, pas au sens de assis-toi ton cul sur une chaise et force-toi à supprimer les pensées. Mais non, pas du tout. On est du coup, parce qu'on est dans une méditation par objectif. Et donc forcément, si on médite, mais ça marche pour le business, ça marche pour tout. Si je médite dans l'idée de bien faire, donc je dois plus avoir de pensées, forcément je suis en échec. Merde, il y a des pensées. Oh bordel, j'ai des pensées. Merde, du coup je suis pas en train de méditer. Et blablabla, blablabla. Et du coup je ne vis pas l'instant, donc je suis pas en train de méditer. Et c'est là tout le paradoxe de la chose. J'arrête de méditer, j'arrête de mettre la pression. Juste, j'enlève des choses, j'enlève tout ce qui est secondaire et superflu dans ma vie. Donc, je libère des espaces de respiration. Donc, je suis plus posé, j'ai plus le temps dans ma vie, je peux ralentir. Donc, je médite. Donc, sans le faire exprès, donc je suis plus zen. C'est ça. Du coup, tu vois, là, ça m'évoque aussi de te poser la question de, bah, tu es plus zen, tu es plus serein, et j'aime beaucoup cette idée aussi de dépouillement personnel, plutôt que d'ajouter, enlever quelque part des couches. Et tu vois, je vois un peu comme un oignon, et on utilise souvent cette image en disant, bah, on enlève des couches petit à petit avant d'arriver vraiment au cœur, à l'essence de qui on est. Donc c'est ça que ça m'évoque, la notion de dépouillement personnel, ça me parle pas mal. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que toi qui as déjà fait toutes ces expériences en tant qu'expérimentateur fou,
et que tu en as rendu à un certain point aujourd'hui, à partir de ta perception actuelle, hein, qui peut encore évoluer, hein, on peut s'en douter, vu le cheminement déjà fait. Mais ce serait quoi, je ne sais pas si c'est correct ce que je vais te dire, hein, mais ce serait quoi du coup parce que c'est un peu contraire à ce que tu évoquais juste il y a l'instant, ce serait quoi alors ton idéal où tu vois, tu parlais de cette j'ai lâché le truc de vouloir aider tout le monde, sauver la planète et tout ce délire-là. Du coup, c'est quoi j'ai envie de dire, c'est quoi qui t'anime alors du coup au jour d'aujourd'hui? Ouais. En fait, c'est pas parce que j'ai lâché cet idéal de la pression que je me mettais d'être un messie, de sauver des millions de personnes, de machin. Personne à sauver, juste à sauver soi-même. Euh, mais du coup, le fait d'avoir lâché ça, c'est pas pour autant que je suis derrière la télé à zapper et à regarder Tex Avery, tu vois. Aujourd'hui, ce qui m'anime, ce qui revient à l'essentiel pour moi, c'est juste de vivre ma journée idéale. Ça ne Mmh. m'empêche pas d'avoir un plan, de faire des bilans et d'avoir une vision, etc. Ça ne m'empêche pas, ça. Mais c'est juste quelque chose qui me permet de vivre ma journée idéale plus en conscience. Donc, du coup, j'ai bien designé ma journée idéale, je bosse encore dessus. Je sais que le matin, je fais plutôt ça, en premier, je fais ça, puis après, de 9h à midi, je vais plutôt faire ça, l'après-midi. J'ai grosso modo une journée idéale qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin, tout ce qui me procure du bien-être, etc. Et je la répète, c'est aussi con que ça. Donc ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment en fait de, de transmettre aux personnes que je croise sur mon chemin cette idée que ils n'ont pas, pas besoin de se mettre toute cette pression, ils n'ont pas besoin de s'auto-flageller comme ça, ils n'ont pas besoin d'être leur pire ennemi. La vie est plus agréable quand ils sont en paix, en harmonie, et du coup, le, 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 le job que je fais à mon humble niveau, c'est d'aider les gens à être simplement le plus possible en harmonie avec eux-mêmes, à accueillir les parties d'eux, à arrêter de projeter. Donc, c'est d'être juste un miroir, en fait, un miroir compatissant, agréable et très honnête aussi, brutalement honnête. C'est moi, la métaphore que j'aime, c'est le point en fer dans un gant de velours, c'est-à-dire le point en fer, c'est-à-dire la brutalité, l'honnêteté, la transparence totale du miroir que je peux renvoyer aux gens, ceux que j'accompagne, mais après, ceux qui sont prêts à l'entendre, même si je les accompagne moi aussi, hein, je peux m'autoriser à le faire à des amis ou à des gens de ma famille. Et le gant de velours, sur la forme, sur le côté yin de l'enveloppement de la mer qui est là et qui n'est pas, c'est pas jugeant, c'est pas, y a pas de violence, c'est une honnêteté brutale, mais brute de décoffrage, mais pas violente, juste brute mais enveloppante, basée sur un fond d'amour, quoi, sur une intention d'amour. Mmh. Donc en gros, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'éclate, c'est de renvoyer les gens à eux, à leurs responsabilités, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils veulent vivre, et les aider à rendre ça plus agréable, plus doux au quotidien, en lâchant toutes les injonctions du monde occidental, toute la pression de j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, l'avenir sera comme ci, l'avenir sera comme ça, et de les aider à faire exploser tout ce qui croit être pas possible, tout ce qui, euh, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui leur paraît pas jouable, en dehors de leur réalité, et de leur dire qu'en fait, tout est possible, tout existe, puisque dans le paradigme de l'unité, il n'y a aucune expérience de laquelle tu te prives. Tu peux expérimenter tout, donc ok, partant de ce postulat-là, pas partant du postulat que l'herbe est plus verte ailleurs et que ça te rendra plus heureux. Non, partant du constat que là, maintenant, tu es exactement la personne que tu dois être, que tout est génial, que tout est parfait, tu peux être en paix là-dedans. À partir de cet état-là, tu veux aller où? Tu veux vivre quoi? Qu'est-ce que tu veux manifester? Tu veux que ça ressemble à quoi ta vie? Je te file le pinceau et la feuille blanche, tu dessines quoi? Tu as tout. Donc et là, du coup, moi, je les aide à aller dans ça, quoi. Et ça m'éclate au plus haut point. Et justement, j'allais te demander comment concrètement tu fais ça aujourd'hui. Donc, tu accompagnes des gens, je crois comprendre. Donc, du coup, que tu accompagnes des gens, c'est ça qui viennent vers toi pour. Ils viennent vers toi avec quel. Tu sais, il y a un peu ce concept de. Les gens veulent certaines choses et c'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Non, Euh, c'est clair. bien souvent. Ils te demandent un Ça, truc et en fait, c'est jamais que la pointe de l'iceberg. Et donc, du coup, je suis curieuse de voir comment toi, justement, Fabien, comment tu travailles concrètement au jour d'aujourd'hui avec tes clients. yes, avant de répondre à cette question,
Je vais continuer sur ce que tu dis sur la pointe de l'iceberg parce que c'est important et j'y pensais tout à l'heure. C'est quelque chose qui me suit depuis mon premier business. C'était dans la santé, c'était sur le paléo à l'époque. Et quand j'avais creusé beaucoup le sujet de la santé, j'avais eu cette compréhension et je suis content de l'avoir eu parce que c'est systémique. Ça marche dans tous les domaines de vie. Et du coup, on reboucle avec la procrastination et machin. J'ai capté que tous les problèmes que l'on expérimente, tous les problèmes qu'on expérimente, tous les problèmes qu'on expérimente sont que des symptômes, des faces émergées de l'iceberg qui viennent faire résonner un truc profond, plus profond, qui vient souvent toucher l'enfant, qui vient souvent toucher quelque chose de l'ordre de l'acceptation, l'amour de soi, machin. Et quand on a compris ça, on arrête de pester contre le symptôme, on arrête d'être en lutte contre le symptôme. Donc, dans la dualité, on est dans le paradigme de la dualité, on est en lutte, on ne veut pas vivre. Donc, on évite finalement, on veut sortir de la situation. Non, là, on est OK. On accueille le symptôme, on dit OK, le symptôme, il est désagréable, d'accord, mais c'est quoi qu'il a créé? C'est quoi le truc profond? J'ai un bouton là, mais ça ne sert à rien de mettre une crème. Pourquoi j'ai ce bouton? Est-ce que j'ai mangé? C'est quoi? C'est les produits laitiers? Qu'est-ce que je ne tolère pas? C'est le gluten? Je mange trop vite? Je suis stressé? C'est quoi la source? Donc, on en revient toujours à aller creuser, 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 qui est à l'origine du symptôme. Et donc, ça me permet de boucler. Et ce que je fais, c'est exactement ça. C'est que, dans un premier temps, j'aide les gens avec ce que j'appelle le deep coaching. C'est le travail de creuser. C'est-à-dire, on part du symptôme, OK, on va creuser, 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 jusqu'à la source de qu'est-ce qui, dans ta psyché, fait que tu manifestes ce symptôme-là. Parce que si tu ne règles pas l'origine, c'est bien gentil, mais ça reviendra sous une autre forme, et probablement plus fort. Première étape. Deuxième étape, l'ostéopathie mentale. On va normaliser ça. Une fois qu'on a trouvé ça, une fois qu'on a trouvé la source du truc, ben on va faire la paix avec ça. On va utiliser après les outils, il y en a plein. Hein. Il peut y avoir du NERTI, il peut y avoir de l'écriture, il peut y avoir des actes psychomagiques, il peut y avoir aller discuter avec les parts de soi. Les outils, il y en a plein. Ou simplement ne rien faire, se mettre en, comme disait François Roustan, un hypnothérapeute de génie, se mettre en écoute juste du problème et rien faire. Parce que là, on touche encore à un paradigme très fort occidental qui est si je ne fais rien, il ne se passe rien. Sauf que si je ne fais rien, il se passe tout. Quand je jeûne, je ne fais rien, je ne mets rien dans ma bouche. Pourtant, il se passe énormément de trucs. Ceux qui ont jeûné, ils le savent. Tu vis une sorte une inversion énergétique, on appelle ça, tu es complètement KO, fatigué, alors que tu as une énergie de ouf puisque tu manges rien, donc tu devrais avoir une énergie maximale. Mais quand tu lâches vraiment, tu as une inertie de malade parce que ton corps, il a récupéré toute l'énergie pour nettoyer, faire du ménage, autophagie et compagnie. Ça fait du gros, gros, gros karcher à l'intérieur. Pourtant, je ne fais rien. Ben, quand je suis en présence de mon problème, je fais un jeûne. Moi, j'appelle ça le jeûne psychique. Quand je suis, c'est ce qu'on fait en Vipassana. Quand tu te mets en présence dans le rien, en présence d'un problème, tu as les sensations, enfin, tu laisses faire, mais tu laisses vivre, mais tu ne fais rien. Le problème se normalise de lui-même. Et ça, c'est ultra dur à comprendre. Moi, j'ai eu du mal à comprendre ça, à l'intégrer. Pour un cerveau occidental qui ne croit que en la cause et l'effet, j'ai ma tasse, je lâche ma tasse, elle pète sur le sol, cause, conséquence. Mais dans la psychologie, ça ne marche pas comme ça. Quand j'arrête de faire, je me pose dans l'inaction, je m'installe confortablement dans mon fauteuil, en conscience de mon problème, je respire, je me mets confortable et je ne fais rien. Ça suffit à résoudre le problème. François Roustan, il a accompagné des centaines et je ne sais pas combien de milliers de personnes dans ce process-là où il se dit hypnothérapeute, mais il ne faisait rien dans ces séances. Et il le dit. J'ai passé 40 ans de ma vie à faire de l'hypnose, machin. La méthode la plus efficace que j'ai trouvée, c'est de rien faire. C'est ce qu'il dit, le mec, dans ses bouquins. Et à la fin de sa vie, il recevait les gens, il les mettait dans le fauteuil, il les faisait se détendre juste pour qu'ils soient bien à l'aise, dans une sécurité, dans un confort où les conditions soient optimales. On revient aux champignons. Et le problème se dissolvait de lui-même. C'est tout. Donc, c'est un peu ce que je fais en 2 temps. Et là, c'est en train d'évoluer aussi. Je me dis, voilà, les êtres humains que j'accompagne, souvent ils viennent, comme tu dis, souvent ils viennent par l'angle business. Je suis en reconversion, ou alors j'ai mon business, mais ça avance pas aussi vite. Ou alors je suis en reconversion, mais je sais pas vraiment quoi faire. Enfin, j'ai déjà créé mon business, mais je suis pas clair, l'avatar, le machin. Souvent, c'est cet axe-là. Mais des fois, j'ai d'autres axes qui n'ont aucun rapport sur l'organisation, etc. C'est intéressant d'observer. Mais effectivement, les gens, on ne va jamais là où ils veulent aller. Enfin, ça va toujours creuser sur autre chose, évidemment. Tu sais ça comme moi.
Donc, il y a ça. Et là, ouais, je suis en train d'intégrer. C'est la troisième phase, la deep coaching, ostéopathie mentale. Et la troisième dimension, c'est la dimension beaucoup plus systémique, c'est-à-dire voir tout l'équilibre de vie de la personne. Parce que je ne peux pas concevoir quelqu'un qui est que entrepreneur, mais ne pas parler de son mode de vie ou de son mode relationnel ou le sens de sa vie sur Terre. Donc, je suis en train d'intégrer toutes les parts de l'existence parce qu'on n'est pas des êtres séparés. Il y a beau avoir des ophtalmos, des médecins cardiaques, etc., cardiologues et compagnie. On n'est pas des systèmes agglomérés. Tu vois. Il n'y a pas des yeux puis un cœur. Non, c'est un système entier. Donc, tant que tu ne considères pas l'holisticité, je ne sais pas si ça se dit, de l'être humain, bah, la globalité, bah, on se fourre le dos dans l'œil. Pour moi, tant qu'on ne conçoit pas les choses de façon globale, en tant que système, on ne peut pas arriver à une solution qui est durable et pérenne. Et ça me fait penser tu vois, à ce que tu disais au tout début, cette notion d'unité. Donc justement, de tout est un et tout est lié est une autre, une autre phrase, je dirais comme ça, ou mantra, je ne sais pas comment le nommer, mais qui moi, oui, c'est ça. C'est si tu en fait, quand tu entends la personne dire ah mais je veux travailler sur mon business, tu sais qu'indirectement en fait, on peut pas que travailler sur le business parce que souvent si le business cale quelque part, c'est parce que quelque part il y a un impact sur peut-être la vie de couple, un impact sur la santé, enfin comme tout est lié, ben, tu sais très bien que peu importe le domaine de vie sur lequel tu vas faire avancer la personne, ça va, comme tu parles de système, ça va impacter inévitablement les autres domaines de vie. Sauf que elle, quand elle vient vers toi, souvent, elle voit qu'une partie du camembert, j'ai presque envie de dire. Ouais, c'est exactement ça. Tu touches juste. C'est-à-dire que pour moi, si tu viens dans l'idée de te faire accompagner sur le plan business, tu engages un coach machin, pour le business, c'est la partie la plus facile. Le business, c'est extrêmement simple. Une fois que tu as bossé, tu prends, voilà, tu as les bases, c'est-à-dire avec mes clients, c'est souvent très rapide. Hein. Tu prends, voilà, tu clarifies l'avatar, tu clarifies l'offre. Une fois que la personne a sa stratégie, elle a juste à dérouler le courage, la persévérance, donc pour générer de l'effet cumulé, avoir ses résultats. Si ça ne se passe pas comme prévu, ce qui est très souvent le cas, on touche à des problématiques perso et donc à d'autres domaines de vie. On va toucher à l'estime, on va toucher à la légitimité, on va toucher à plein d'autres trucs, mais pas au business. Le business, c'est très simple, c'est con comme bonsoir. Tu regardes Forrest Gump, tu as vu le film Forrest Gump? Regarde l'empire qu'il a créé avec ses crevettes. Est-ce qu'il s'est posé moins de questions de est-ce que je suis légitime, blablabla? Non. Il a avancé, il a charbonné, il a fait une entreprise ultra prospère. C'est un film, hein, mais c'est dans la réalité, c'est pas les entrepreneurs les plus prospères, c'est pas les plus intelligents. Donc bref, c'est là où c'est vraiment intéressant de constater que le business, c'est juste la technique, c'est juste le plan. Mais quand tu as le plan, ce qui compte, c'est l'exécution du plan. Mais si tu n'exécutes pas le plan ou si tu l'exécutes pas comme prévu ou si tu l'exécutes mal, tu n'arrives pas, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le truc qui cloche, c'est… C'est des freins internes plus que des freins externes, oui. Le plan, mais bien sûr. Et les freins, et même si on a l'impression d'avoir des freins externes, ils ne sont qu'un miroir d'un frein qu'on a nous à l'intérieur. Tout le temps. On peut le constater, c'est tout le temps le cas. Et du coup, ça me fait penser, tu vois, on parle de freins et d'obstacles aussi, un peu, c'est le mot qui me vient, tu vois, justement, dans la notion de… Enfin, pour moi, divergence et résilience sont assez étroitement liées. Et donc, la divergence, c'est la capacité, justement, à avoir des solutions possibles et à une problématique donnée. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir, bah, toi, justement, quand tu te retrouves face à un frein, un obstacle ou quelque chose qui te challenge, on va dire ça comme ça, à un moment donné, bah, c'est quoi ta stratégie, toi, Fabien, pour ta stratégie de divergent résilient pour rebondir et remonter, entre guillemets, en selle, en tout cas, ne pas juste rester dans la stagnation, quoi. Tout à fait. Question très, très intéressante. Je serais curieux de savoir ce que toi, tu répondrais à ça. Pour ma part, ça serait… je pourrais te répondre mille choses parce que je teste. Du coup, c'est de tester les trucs. Je ne vais pas redire cette citation d'Einstein que tout le monde connaît. La folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc, c'est justement d'agir différemment. Pour moi, ça se traduit dans… Si je devais donner une tendance, un archétype, ce serait de plonger dans l'archétype de l'artiste. C'est-à-dire, si tu prends la matrice
la matrice héroïque qui est développée par un ami à moi. En gros, la matrice héroïque, tu as 4 archétypes, les 4 archétypes de Jung, le roi, l'alchimiste, le guerrier et l'artiste. L'artiste, c'est celui qui plonge dans le vide, qui est dans le rien, justement, qui est dans la célébration de ce qui a été vécu. Il n'est pas dans la planification, il n'est pas dans le rêve, il n'est pas dans l'exécution du guerrier, il n'est pas dans le charbon. Il est en contemplation, il est dans le rien. Parce que c'est dans ce rien-là que tout va émerger. On l'a dit, c'est encore la même chose. Quand tu dis tout est lié, c'est quand je suis dans la contemplation que ma solution peut émerger. Quand je suis dans le processus de création d'un artiste, enfin de n'importe qui, on est tous des artistes, dans le processus de création, le rien a une place prépondérante. C'est pour ça que les artistes ont l'impression que c'est des branleurs, ils sont là à regarder le mur ou à regarder les oiseaux voler, mais parce que le fait même d'être en diffuse mode, c'est-à-dire pas en focus mode, l'attention focalisée à un endroit, mais en diffuse mode, l'attention qui est partout, je suis en respiration ou en vision périphérique, ou bref, mon attention elle n'est pas à un endroit à la fois, je suis en présence, mais pas concentré sur un truc spécifique. Là, je suis dans le rien et mon inconscient peut processer, enfin, on peut appeler l'inconscient, on peut appeler ce qu'on veut, la divinité, j'en sais rien. La solution émerge. Donc, pour moi, ça va être vraiment de cultiver l'archétype de l'artiste. Ok, donc toi, ta stratégie, c'est ça, Et donc, concrètement, tu fais quoi pour être dans cette stratégie d'artiste? Enfin, tu fais quoi? Justement, tu ne fais rien, je suppose. Concrètement, ça peut être, quand je vois que je commence à péter un boulon sur mon ordi à bloquer, concrètement, ça peut être faire une balade. Alors moi, quand je sors balader, c'est sans téléphone, sans rien. Moi et mes pieds, tout seul, je vais marcher plutôt lentement, plutôt en nature. Et de toute façon, je me suis débrouillé pour habiter à côté de la nature. Donc, je sors de chez moi, je vais marcher. Et de toute façon, mon cerveau se met en route et puis je vais trouver souvent des idées, des haha moments ou des waouh. Et je fais intéressant. Ça peut être en allant carrément faire, si c'est vraiment sur une grosse remise en question comme j'en ai eu, faire une retraite Vipassana ou un gros truc, un gros événement, méditation ou n'importe, une retraite. Ça peut être aussi, donc ça peut être une retraite aussi tout seul, genre je me prends un Airbnb et je fais une retraite de plusieurs jours, etc. L'avant-dernier en date, c'était une semaine sans input, où du coup pendant une semaine, j'ai coupé l'ordi, j'ai coupé les lectures, donc le Kindle, j'ai coupé le téléphone, c'est-à-dire rien qui rentre dans mon cerveau, ni truc utile, ni divertissement, rien. Donc juste de l'output, donc je pouvais écrire, etc. Mais j'étais dans une semaine de vide, encore une fois, ça rejoint l'archétype de l'artiste. Et la dernière expérience en date, c'est les champignons. Là, c'est pareil, ça te fait complètement partir dans une autre façon de penser. Et là, je dois dire, c'est tout récent, mais la lucidité que ça apporte sur les problèmes, sur les blocages, incroyable. C'est bluffant. Donc, toutes ces expériences ont en commun qu'on n'est pas en train de forcer la recherche de solutions comme on le serait dans l'archétype de l'alchimiste qui crée le plan, etc., petit 1, petit 2, petit 3, qui structure et qui planifie sa vie ou son projet. On est dans l'archétype de l'artiste qui branle rien, qui est dans la non-action. C'est un archétype qui est très mal vu, qui est très jugé dans cette société, qui est projeté comme inutile aussi. Donc, moi le premier, on ne laisse pas assez de place à cette partie-là. Quand on le fait, il se passe des choses extraordinaires. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser un peu cet espace avec les enfants où, tu sais, typiquement, un enfant qui dit « je m'ennuie aujourd'hui », les parents sont presque en panique en disant « mon enfant s'ennuie, vite, il faut que je l'occupe ». Et en fait, c'est… Voilà, vite, trouvons un truc, voilà, un écran, peu importe, quelque chose pour l'occuper. Et moi, je me souviens, mon Dieu, mais le nombre de fois où c'est dans l'ennui qu'en fait, mon frère et moi, j'avais mon frère quand même, mais mon frère et moi, on s'inventait des histoires, des mondes, c'est dans l'ennui qu'on est créatif justement et l'imaginaire arrive. Donc ça me parle complètement, ouais. Mais c'est exactement ça. Quand je parle de diffuse mode, c'est ça. Pour dire plus simplement, c'est l'ennui. C'est le fait de n'avoir expérimenter l'ennui. rien, le fait d'avoir rien à faire et de l'accueillir et d'être là et de dire ouais, je m'ennuie, je regarde. Et cet état-là, en fait, alors on peut, pour ceux qui ont du mal, moi ça m'aide beaucoup quand je suis en jeûne ou quand je suis il y a des états qui vont favoriser ça. En jeûne, tu vas avoir facilement cet état-là. C'est cette inertie-là qui fait que tu n'as pas envie de te lever. Tu es juste bien là où tu es posé. Tu es là. Alors pour certains, ils vont avoir ça avec la drogue, ouais, je ne sais quelle substance, mais juste tu es posé là et tu n'as pas envie de bouger. Pour certains, ils ont besoin de rien pour ça. Mais moi, et en tendance, comme je t'ai dit, avec ma tendance de courir partout, ce que je faisais avant, ça m'a beaucoup aidé de passer par le jeûne ou de passer par la fameuse semaine sans input.
ou quand je sais que je n'ai pas mon téléphone à prendre, je sais que je n'ai pas mon ordinateur, je n'ai pas accès. J'ai fermé pour une semaine, c'est acté, il n'y a plus personne, je suis fermé. Donc, je sais que j'ai rien à faire. Ma journée, elle est vide. Donc, je suis pas pressé. Donc, je suis là dans mon canapé et je peux regarder le mur pendant des minutes entières. Je peux aller balader dehors et sans aucun objectif. Je suis là à errer sans but. C'est là toute l'essence de l'archétype de l'artiste, qui est ni plus ni moins, comme tu l'as dit très bien, un enfant qui s'amuse, un enfant. Mais l'enfant, il ne se dit pas, ouais, je vais m'amuser. Non, il est juste dans l'amusement. Et putain, des fois, il s'ennuie aussi, mais voilà, il accueille tout ce qu'il vit, quoi. Donc, C'est ça. l'ennui, j'ai envie de dire, renouons avec l'ennui. Il fait partie de la vie. Exact. Écoute Fabien, je crois qu'on arrive tout doucement, en tout cas à la fin de mes questions. Et j'aurais envie, juste pour, tu vois, pour boucler la boucle, avec tout ce que tu nous as partagé, d'ailleurs, plein d'expériences, et vraiment, j'ai vraiment cette image de différentes phases et de différents enseignements que j'ai trouvé hyper riches. Donc, je pense que les gens qui nous écouteront aussi pourront en tirer plein de... Voilà, c'est pas des conseils, c'est vraiment juste un partage d'expérience. Son témoignage, en tout cas, moi, me donne plein d'images. Je suis très visuelle, donc je vois beaucoup d'images et ah ouais, bah tiens, ça me donnerait bien envie d'expérimenter plus de choses. Donc du coup, j'aurais envie de te dire, s'il y avait une chose que tu aimerais vraiment que les gens retiennent de cette interview, ce serait quoi? De s'autoriser. Autorise-toi, autorisez-vous tous. Autorise-toi à voir ta vie différemment, autorise-toi à ne plus te conformer à l'identité que tu crois avoir, autorise-toi à faire un business différent, autorise-toi à voyager, autorise-toi à faire des bains froids, autorise-toi à jeûner. Il ne va rien se passer de grave. Et non, tu ne vas pas mourir de faim. Non, ton business ne va pas cracher si tu testes un nouveau truc. Non, tu ne vas pas mourir si tu... non, tu ne vas pas être à la rue si tu déménages, si tu voyages, si tu quittes tout. Donc, sans forcément dire change tout dans ta vie, juste autorise-toi. Autorise-toi à expérimenter autre chose, à sortir du connu, et c'est là où il y a des choses extraordinaires. C'est encore une fois une phrase très galvaudée, en même temps, c'est pas vraiment une phrase, c'est t'as sûrement vu cette image où tu as la zone de confort qui est un petit cercle avec une petite croix à l'intérieur et tu as une flèche à l'extérieur, il fait Where the magic happens. Là où la magie apparaît, c'est à l'extérieur du cercle. C'est clairement pas dans notre quotidien. Alors, et en même temps, c'est vrai aussi. Oui, parce on peut trouver de la magie dans le quotidien, en fait. C'est pas dissocié, hein. Donc, mais je la comprends tout à magie, fait cette notion de zone de confort, oui, où la zone de confort, elle a cette caractéristique assez cocasse, je trouve, en tout cas dans les clients que je vois, et j'imagine que ça doit être la même chose pour toi, c'est cette notion de confort inconfortable. oui. C'est qu'en même temps, on est dans notre zone de confort et en même temps, on a un appel de sortir pour expérimenter cette zone de magie parce qu'on sent qu'on est qu'on n'est pas à notre plein potentiel, ou je sais pas si c'est voilà, mais en tout cas qu'il y a cette notion là, ouais. Ouais. Et en même temps, juste pour ne pas dire que sort de la zone de confort, parce que bon, ça veut rien dire et tout dire. Élargi là. C'est pour moi, du coup, s'autoriser, finalement, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est même autorise-toi tout ce que tu t'interdis. Pourquoi tu t'interdis de gagner autant d'argent? Pourquoi tu t'interdis de gagner? Pourquoi tu t'interdis de voyager seul? Pourquoi tu t'interdis d'écrire un livre? Pourquoi tu t'interdis de faire des vidéos? Pourquoi tu t'interdis de, je sais pas, mets derrière des petits points ce que tu t'interdis. On a tous des trucs qu'on s'interdit. Et on peut avoir tendance à mettre des excuses extérieures à nous, évidemment, le contexte social, machin, Covid, n'importe quoi, la politique, les parents, les enfants, pour nous dire, pour nous valider le fait qu'on ne peut pas vivre l'expérience. Comme, je sais pas, j'ai des enfants, je ne peux pas voyager. Ben, n'importe quoi. Je suis trop vieux, je ne peux pas lancer un business. Je ne suis pas assez intelligent, je ne peux pas écrire un livre. Non, tout ça, c'est juste des bullshit. Ouais. Enfin, c'est des autorisations qu'on ne se donne pas, ouais, comme tu dis. Exactement. Pour moi, c'est du coup, autorise-toi et augmente ton niveau d'autorisation. Parce qu'au plus tu t'autorises les choses, moi, j'avais beaucoup d'a priori sur le mot qu'on peut dire drogue, mais même sur les psychédéliques. Du coup, moi, j'associais ça à des drogues, à des calmés, etc. Et du coup, je me suis autorisé. Et en fait, ça ouvre un monde absolu. Tout comme le jeûne, tout comme la méditation vipassana, ça me faisait flipper. Chacun des trucs. Le jeûne, ça me faisait flipper parce que
j'adore manger. Et je me disais, merde, qu'est-ce qui va se passer? La méditation Vipassana, ça me faisait flipper, 10 heures de méditation par jour. J'avais peur de ça. Ça m'a mis des années avant de le faire. Les champignons, pareil, j'avais peur. Qu'est-ce que je vais trouver, machin? Ce ne sont que des autorisations à se donner, de faire l'expérience de. Mais ce qu'on a envie, pas faire l'expérience de tout. Si ça ne te parle pas, toi, de faire le jeûne, machin, ne fais pas. Mais de faire l'expérience de ce qui nous attire et ce qui nous fait peur en même temps. C'est ça. Parce que si ça me fait juste peur, mais bon, j'ai aucun intérêt, bon, voilà, peut-être aujourd'hui, c'est pas intéressant, mais s'il y a les deux, s'il y a une part d'excitation et une part de peur, allez, je m'autorise, quoi. Et Donc, après, ça autorise. revient à ce que tu disais aussi, on est tous différents, donc du coup, on va chacun avoir voilà, nos permissions à se donner. Ben, peut-être que voilà, la permission pour quelqu'un, ça va être, comme tu dis, de s'autoriser à faire un jeûne. Mais pour une autre, bah, non, ça, ça l'intéresse pas, ça l'attire pas. Mais par contre, de se faire un saut en parachute pour dire quelque chose, ça va être l'expérience qui, pour elle, va lui permettre d'avoir d'autres prises de conscience. C'est vraiment chacun, finalement, est particulier, quoi. Ben ouais, bien sûr. Il n'y a pas une expérience que tout le monde devrait faire C'est absolument. ça, ouais. Il peut y avoir des trucs qui vont se recouper, bien sûr que tout le monde aurait intérêt à faire certaines expériences. Mais si tu n'as pas l'appel, tu ne le fais pas, c'est tout. C'est ça, ouais. Moi, Il y a vraiment cette notion d'élan, quoi. Que ce soit bien pas sûr, à nouveau quelque chose d'extérieur, un mode d'emploi à suivre, une injonction reçue c'est de ça. l'extérieur, que ça vienne de l'intérieur, quoi. C'est ça. Bah, du coup, c'est ça. Je peux donner le pendant de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'autre côté de la pièce. Quand je dis autorise-toi, augmente ton niveau d'autorisation, c'est aussi méfie-toi des gourous, mais qui peuvent en être sans vouloir en faire. Hein. Sans Je veux dire, intention, ouais, c'est ça. il y a plein d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de machins qui sont des gourous, parce qu'il suffit que la personne te mette l'étiquette de gourou pour que pour elle, tu sois un gourou. Enfin bref. Du coup, c'est plus méfie-toi des prêt à penser, prêt à faire, prêt à agir, machin. Les plans, méfie-toi du comment en fait. De tous les gens qui te vendent des comment et qui te font croire que ils pensent que c'est le meilleur comment pour eux et du coup ils le partagent à la terre entière. Méfie-toi de tous ces chamans culturels qui vont qui vont te dire fais ça ou ça. Parce qu'il n'y a personne qui ne sait pour toi. Il n'y a personne qui ne sait pour moi. Je suis la seule personne qui sait ce qui est bon pour moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, enfin, depuis, j'ai décidé ça il y a quelques mois, mais tous les coachs, les accompagnants que je prendrai, ce seront uniquement des personnes qui me renvoient à moi-même. Pas quelqu'un qui va me dire fais ci ou fais ça ou applique telle méthode. Donc tous les coachs business, je ne tape pas dessus, mais tous les mecs qui font du business ou n'importe quelle autre chose que du business, ça vaut en nutrition aussi, qui te disent d'employer une méthode plutôt qu'une autre, qui n'est pas basée sur toi, une méthode que eux ont décidé, tu n'y vas pas, n'y vas pas. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux économiser du temps, n'y va pas. Choisissons des gens qui sont suffisamment compétents pour avoir plein de stratégies, d'outils, de méthodes, mais qui vont l'adapter à nous en questionnant et en ramenant toujours à nous, à notre ressenti. Tiens, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait écho chez toi? Oui, ok, on y va. Et du coup, d'avoir cette écologie-là, donc autorise-toi du coup à ne pas écouter les autres, à ne pas écouter les gourous et à suivre ton chemin. Parce qu'il n'y a pas de chemin idéal. On s'en fout de la voie de Tony Robbins, la villa, la piscine, machin. Qu'est-ce que toi, tu veux vivre? Quelle expérience tu veux faire? Il n'y a que toi qui sais. C'est ça. Ok, ben écoute Fabien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces pépites que tu nous as partagées tout au long de cette interview. Je suis vraiment ravie de t'avoir eu comme invité pour le podcast. Et grand plaisir en tout cas pour moi de pouvoir continuer à rester en lien avec toi. Et du coup, je te dis à très très bientôt. Avec grand plaisir, Sandra. Merci à toi. C'était aussi très, très excitant. Bonne journée à toi et à tous les auditeurs. Merci, ciao ciao.